À la table du dîner familial, ma mère a pris le cadeau fait main de mon enfant de 6 ans et l'a repoussé. Les enfants issus de la pauvreté ne m'appellent pas grand-mère. La lèvre de ma fille a tremblé. Mon fils de 15 ans s'est levé lentement. Il a regardé sa grand-mère et a dit 4 mots. Le visage de ma mère est devenu complètement blanc. Le dessin représentait 4 personnes. 4 figures au crayon de cire, une grande, une de la taille d'une adolescente, une assez petite pour être une enfant, et une debout dans l'embrasure d'une maison d'où s'échappait une fumée jaune de la cheminée. Emma avait passé 3 semaines sur ce dessin. Je le sais parce qu'elle y travaillait tous les soirs après le dîner, le cachant sous son oreiller chaque fois qu'elle entendait mes pas dans le couloir. Elle pensait être discrète. Elle avait 6 ans. Le froissement du papier la trahissait à chaque fois. Je n'ai jamais rien dit. La figure dans l'embrasure était étiquetée, de la main appliquée et délibérée d'Emma, Grandma. Elle l'avait épelée lettre par lettre, comme elle s'était entraînée sur du papier de cahier jusqu'à ce qu'elle y arrive. Pas grand-mère comme un mot qu'elle connaissait déjà, mais comme un mot qu'elle apprenait. Elle avait dessiné une grand-mère qu'elle n'avait jamais vraiment eue. Ce samedi matin-là, le dessin était posé sur le comptoir de la cuisine, emballé dans du papier de soie rose, maintenu par trop de rubans adhésifs. Emma avait utilisé presque tout le rouleau, le redoublant sur les bords déjà scellés, lissant chaque couche avec ses paumes. Je préparais le café quand Tyler apparut dans l'embrasure derrière moi. Il était en chaussettes, et il s'appuya contre le cadre, comme il le faisait depuis qu'il était assez grand pour que le monde ne lui aille plus comme avant. Il dit « Maman ». La façon dont Emma le disait, en une syllabe essoufflée qui pouvait signifier n'importe quoi, de « j'ai faim » à « le ciel nous tombe sur la tête ». Il le dit comme il disait la plupart des choses, doucement, comme une porte juste assez ouverte. Je dois te dire quelque chose avant qu'on y aille. Je versai mon café. Dehors, le chien du voisin aboyait après quelque chose dans l'allée. Des aboiements courts, vifs, insistants. Le genre de son qu'on apprend à ne plus entendre quand on a vécu quelque part assez longtemps. Je lui dis de continuer. Il avait trouvé les photos un mois plus tôt. Il avait aidé ma mère à ranger le placard du couloir à l'étage. Elle s'était fait mal à l'épaule et ne pouvait pas atteindre l'étagère du haut. Et pendant qu'il déplaçait des boîtes, l'une d'elles s'était ouverte. Une vieille boîte à chaussures. Le genre avec un couvercle qui ne tient pas tout à fait. À l'intérieur, des photographies. Pas celles encadrées, mais celles en vrac, celles qui ne finissent pas dans des albums. Des dizaines. La plupart étaient ordinaires, mais il y en avait une qui ne l'était pas. Une petite fille, peut-être 7 ou 8 ans, debout devant une maison mobile sur un terrain en terre. Le bardage métallique était cabossé et taché le long du bord inférieur. Le manteau de la fille était trop petit, les poignets s'arrêtant avant son poignet. Elle ne souriait pas, ne fronçait pas les sourcils. Elle regardait simplement l'appareil photo avec une expression stable et neutre, celle des enfants qui ont déjà appris qu'il ne sert à rien de faire la comédie pour les adultes. Au dos de la photo, au crayon estompé, une adresse dans le comté de Harland, Kentucky, une année, 1970. Ma mère est née en 1962. Tyler me raconta cela debout dans ma cuisine, un samedi matin. Et quand il eut fini, il ne dit rien d'autre. Il se contenta de regarder mon visage. Je posai ma tasse de café sur le comptoir, et pendant un instant, le seul son dans la maison fut Emma dans la salle de bain, chantant quelque chose pour elle-même, une chanson sans mélodie, inventée, du genre qu'elle créait constamment et n'en gardait jamais le souvenir. Comté de Harland. Ma mère, qui entretenait une maison à Westwood qu'elle époussetait tous les jeudis. Ma mère, qui avait un jour décrit un restaurant comme pas le genre d'endroit où j'emmènerais quelqu'un que je voudrais impressionner. Ma mère, qui avait passé 34 ans à me dire, de toutes les manières, grande, petite et chirurgicale, que je n'avais pas réussi à être à la hauteur de la vie qu'elle avait imaginée pour moi. Ma mère avait grandi dans une maison mobile au bardage cabossé. Elle avait grandi plus pauvre que moi maintenant. Je restais au comptoir et laissais cela se réorganiser en moi. Ce n'était pas un réarrangement confortable. C'était le genre qui se produit quand vous tenez une image sous un certain angle toute votre vie, et que quelqu'un la penche légèrement, et soudain, vous pouvez voir ce qui était là depuis le début. Tyler dit, j'ai failli ne pas te le dire. Pourquoi l'as-tu fait? Il prit une pomme dans le bol sur le comptoir, la tourna dans sa main. Parce que je pensais que tu avais besoin de le savoir avant qu'on y aille. Pas après. Il avait 15 ans.
il avait compris en un mois ce qu'il m'avait fallu 34 ans pour commencer à soupçonner, que la cruauté de ma mère n'était pas une question de normes, ni de goût, ni d'amour exprimé de travers dans un langage que j'avais simplement échoué à apprendre. C'était de la terreur. C'était une femme qui avait couru très loin et très vite, et qui ne pouvait pas s'arrêter de courir, même immobile. Je n'ai pas annulé le dîner. J'y ai pensé. Je suis resté à ce comptoir plus longtemps que je n'aurais dû, assez longtemps pour que mon café tiédisse. Et j'ai pensé que je pourrais appeler et dire qu'un des enfants était malade. Je pourrais nous donner une semaine de plus. Je pourrais attendre d'avoir les bons mots, la bonne façon d'aborder le sujet, le bon angle. Mais il n'y avait pas de bon angle. Il n'y avait que la vérité. Et la vérité, c'est que ma mère avait un schéma pour lequel je trouvais des excuses avant même la naissance d'Emma. Et Emma avait 6 ans. Et Emma avait passé 3 semaines à dessiner une grand-mère qui vivait dans une maison avec de la fumée jaune sortant de la cheminée. Je suis monté m'habiller. Emma était déjà dans le couloir quand je suis sorti, serrant le paquet de papier de soie rose contre sa poitrine à 2 mains. Elle portait ses bonnes chaussures, celles qu'elle avait choisies elle-même chez Target, blanches avec une petite boucle qu'elle pouvait maintenant faire elle-même sans demander d'aide. Elle était si fière de cette boucle. Est-ce que je peux lui donner dès qu'on arrive? Après le dîner, dis-je. Laissons grand-mère le temps de s'installer. Le nez d'Emma se plissa, comme elle le faisait quand elle pesait quelque chose. Mais et si elle pense que c'est autre chose? Et si elle pense que ce n'est pas pour elle? Tyler descendit les escaliers derrière nous. Les clés de voiture dans une main, car je le laissais conduire sur les parkings. Un petit arrangement qui le faisait se sentir capable et ne me coûtait rien. Il jeta un coup d'œil à Emma, puis à moi. Et quelque chose passa entre nous que ni l'un ni l'autre ne nomma. Elle saura que c'est pour elle, dis-je. Nous sommes allés à la voiture. Je suis sorti de l'allée et j'ai tourné dans la rue, et la ville s'est ouverte autour de nous comme toujours un samedi, sans hâte, ordinaire, un peu grise sur les bords du ciel d'octobre. Emma a parlé de sa semaine. Elle avait appris un nouveau mot à l'école. Magnifique. Elle l'avait déjà utilisé 4 fois. Tyler ne disait rien. Il regardait les rues défiler, le coude à la fenêtre, et je le regardais dans le rétroviseur plus que je ne regardais la route. J'avais un objectif pour ce dîner. Ne pas me battre, ne pas accuser, ne pas arriver avec les photos de la boîte à chaussures étalées comme des preuves dans une affaire que j'avais construite pendant des années. Je voulais donner à ma mère la chance d'être ce qu'elle pouvait être. Une chance claire, honnête, dans une pièce où ses petits-enfants étaient assis à table. Ce qui se passerait ensuite serait sa réponse. Je ne savais juste pas encore que Tyler avait déjà sa propre réponse prête, et qu'il l'avait gardée pendant un mois, attendant le moment exact pour la déposer. La maison de ma mère à Westwood n'était pas grande, mais elle fonctionnait sur le principe que la taille et la signification sont des mesures entièrement différentes. Le chemin d'entrée était bordé d'une précision qui suggérait soit une main très sûre, soit un type d'anxiété très spécifique. Le paillasson était neuf. Il était toujours neuf, remplacé avant de pouvoir paraître usé, et le heurtoir en laiton avait été poli assez récemment pour que je puisse y voir une version de moi-même. Alors que j'allais appuyer sur la sonnette, une petite Sarah déformée, raccourcie par la courbe du laiton, debout sur un porche où elle avait été des centaines de fois et où elle ne s'était jamais sentie vraiment à l'aise. Ma mère a répondu avant que j'aie appuyé sur la sonnette une 2e fois. Elle portait une blouse que je reconnaissais, la bordeaux avec de petits boutons de nacre, et ses cheveux étaient coiffés, comme elle le disait, pour les occasions qu'elle avait jugées importantes. Elle regarda Emma en premier, puis Tyler, puis moi, dans cet ordre, ce qui n'était pas l'ordre naturel si elle était simplement contente de voir sa famille. Elle ouvrit la porte plus grand. La maison sentait comme d'habitude, quelque chose de cuit en dessous, quelque chose de floral, l'odeur de l'effort et de la présentation superposée jusqu'à ce qu'on ne puisse plus les séparer. Le salon, près de l'entrée, avait un canapé modulable sur lequel personne ne s'asseyait jamais. Il était agencé pour suggérer l'assise plutôt que pour l'inviter. « Vous avez trouvé une place, dit ma mère. »« Dans la rue, dis-je. Cette rue est tellement bondée le week-end. » Elle se dirigea vers la cuisine et nous la suivîmes, ce qui était toujours le cas. Ma mère se déplaçait dans sa maison, et la maison se réorganisait autour d'elle, comme l'eau se séparant. « Tyler, tu as encore grandi. »« Un peu, dit Tyler. »« Tu manges assez ?»« Oui. » Emma avait dérivé vers la salle à manger où elle pouvait voir que la table était mise avec la belle vaisselle.
Elle me regarda avec de grands yeux. Emma, qui mangeait dans des assiettes avec des personnages de dessins animés, enregistrait les couverts formels comme elle enregistrait les feux d'artifice. Le dîner était du poulet en sauce crémeuse, des haricots verts aux amandes et des petits pains achetés à la boulangerie parce que ma mère ne faisait pas de pain. Elle avait une philosophie ferme sur ce qui valait la peine d'être fait soi-même et ce qui ne l'était pas. J'avais grandi en apprenant les catégories, sans jamais vraiment comprendre la logique qui les sous-tendait. Nous nous sommes assis. Pendant les premières minutes, c'était ordinaire. Emma a décrit sa semaine avec l'enthousiasme qu'elle mettait dans tout, débitant le vocabulaire magnifique, une histoire sur un garçon à l'école qui pouvait roter l'alphabet, et une explication détaillée de la raison pour laquelle le poisson de sa maîtresse était mort. Tyler mangeait régulièrement et ne disait rien, ce qui était son comportement par défaut à la table de ma mère. Puis ma mère dit, « Tyler, as-tu réfléchi davantage à l'endroit où tu voulais aller après le lycée ?»« Un peu, dit-il. Parce que le collège communautaire n'est plus ce qu'il était. Tu devrais viser des universités de 4 ans. Ta mère n'est pas allée à une université de 4 ans, et cela limite vos options d'une manière que vous ne voyez pas toujours venir. » J'ai passé les haricots verts à Emma. C'est ainsi que cela fonctionnait. Les pics venaient plier dans la conversation, glisser entre des mots ordinaires, de sorte que pour y répondre, il fallait arrêter la phrase entière pour déterrer la lame, ce qui vous faisait toujours passer pour celui qui rendait les choses difficiles. J'avais passé des années à répondre à ces pics en les contournant, en changeant de sujet, en riant un peu, en offrant des informations qu'elle n'avait pas demandées pour combler l'espace avant qu'elle ne le comble elle-même. Cette fois, je la laissai terminer sa phrase. Elle me regarda. Je me servis du poulet. Le district scolaire a vraiment eu du mal, dit-elle. Une coupe différente maintenant. Les résultats des tests pour l'école d'Emma, je les ai consultés. Je ne sais pas si l'orientation artistique sert vraiment les enfants qui ont besoin d'un programme plus fondamental. Emma, qui me regardait depuis la première coupe, me regarda à nouveau maintenant. Elle avait une antenne précise d'enfant pour l'attention dans le corps de sa mère. Rien de cette conversation n'était destiné à elle, mais elle en recevait tout. Emma se débrouille à merveille, dis-je. Je suis sûr qu'elle l'est. Je dis juste qu'il y a d'autres options. Il y a des programmes magnétiques. Elle a 6 ans. Ma mère me regarda par-dessus son verre. Planifier tôt est une gentillesse, Sarah. Je la regardai. Elle n'avait aucune idée de ce que Tyler m'avait dit ce matin-là. Elle n'avait aucune idée que l'architecture soignée de la personne qu'elle s'était présentée être pendant 62 ans avait, il y a un mois, été vue par un adolescent de 15 ans cherchant des cartons dans un placard à l'étage. Elle était assise à sa propre table dans sa maison avec l'allée bordée et le heurtoir poli et le canapé d'angle sur lequel personne ne s'asseyait, et elle était absolument certaine de gagner. Emma repoussa sa chaise et disparut dans l'entrée sans demander, ce qu'elle faisait parfois quand elle avait besoin d'un moment ou quand elle ne pouvait plus attendre. Je savais où elle allait. Je regardai la porte de la cuisine. Tyler posa sa fourchette sans faire de bruit. Ses mains se posèrent à plat de chaque côté de son assiette. Quoi qu'il arrive, je n'allais pas le réduire à quelque chose de plus petit. Pour la première fois en 34 ans, j'allais laisser ma mère répondre d'elle-même. Emma revint, tenant le paquet de papier de soie rose à 2 bras, le ruban adhésif captant la lumière par taches irrégulières. Elle avait refait un coin en entrant. Je pouvais voir le nouveau chevauchement, légèrement de travers, car elle était le genre d'enfant qui remarquait les choses qui se défaisaient et essayait de les réparer. Elle marcha jusqu'au bout de la table où se trouvait ma mère. Le visage de ma mère prit l'expression qu'elle utilisait pour les gestes des enfants, accommodante, patiente, un peu distante, la façon dont on regarde quelque chose pour lequel on n'a pas de cadre pour lui assigner de la valeur. Emma posa le paquet devant elle et recula d'un pas, ses mains jointes à la taille, comme elle le faisait quand elle était la plus appliquée. « Je l'ai fait pour toi, » dit Emma. Ça m'a pris beaucoup de temps. Ma mère regarda le papier de soie. Puis elle tira délicatement le ruban adhésif, comme elle faisait tout délicatement, et le replia. Le dessin, 4 personnages au crayon de cire sur un morceau de papier cartonné blanc. La maison derrière eux avait de la fumée jaune sortant de la cheminée et 2 fenêtres avec de petits rideaux. Les personnages les plus grands se tenaient de chaque côté des plus petits, et dans l'embrasure de la porte, séparés du groupe, les accueillant, se trouvait la figure sur laquelle Emma avait passé le plus de temps. Je pouvais le dire par les détails supplémentaires, l'ombrage qu'elle avait tenté sur les vêtements du personnage, les cheveux dessinés par des traits individuels, et en dessous, en grandes lettres soignées.
Grandma. Ma mère le regarda. 3 secondes. 4. Le genre de silence qui ne semble pas. Puis elle le ramassa et le posa à côté de son assiette. Non pas pour mieux le regarder, non pas pour le ranger en sécurité. Elle le mit de côté comme on met de côté un courrier qu'on n'a pas besoin d'ouvrir. Les enfants issus de la pauvreté ne m'appellent pas mamie. Elle le dit de sa voix de dîner, celle qu'elle utilisait pour discuter des districts scolaires et des valeurs immobilières et d'autres sujets nécessitant de la clarté. Pas échauffée, pas même malveillante, juste affirmée. La façon dont on énonce un fait sur la météo. Les mains d'Emma se déplièrent à sa taille. Sa lèvre inférieure, juste la lèvre inférieure, trembla. Pas une performance. Un corps agissant avant que l'esprit ne puisse lui demander de ne pas le faire. Elle me regarda comme elle me regardait quand quelque chose la blessait et qu'elle n'avait pas encore de mots pour cela. J'étais déjà à moitié sorti de ma chaise avant d'en prendre conscience. Les mains d'Emma étaient toujours à plat sur la table. Il n'avait pas bougé. Ses yeux étaient fixés sur ma mère, et il y avait quelque chose sur son visage que je n'y avais jamais vu auparavant. Pas de la colère, pas du choc, mais une sorte de clarté absolue. L'expression de quelqu'un qui savait déjà que cela allait arriver et qui attendait de savoir où exactement cela allait atterrir. J'ouvris la bouche. Tyler se leva. Il ne repoussa pas sa chaise. Il se leva comme l'eau monte, sans drame, sans annonce. Il était plus grand que je ne le réalisais parfois. Il regarda ma mère, de l'autre côté de la table, et il ne regarda pas le dessin, et il ne regarda pas la lèvre d'Emma, et il ne me regarda pas. J'ai vu les photos. 4 mots, il les dit doucement. La façon dont il disait tout. La façon dont il m'avait parlé de la boîte à chaussures ce matin-là, debout dans notre cuisine en chaussettes, comme s'il rapportait simplement quelque chose qui était déjà vrai, qu'il était depuis longtemps, et qu'il se décidait seulement maintenant à le dire à voix haute. La pièce avait une qualité particulière. La sauce crémeuse refroidissant dans le plat, les haricots verts, les petits pains de la boulangerie, tout était arrangé précisément comme ma mère arrangeait tout. Et au milieu de tout cela, 4 mots d'un jeune de 15 ans qui ne pouvait être ni dédit ni répondu. Le visage de ma mère prit la couleur du mur derrière elle. Pas comme les gens pâlissent dans les films, lentement, de manière cinématique, avec un avertissement. C'était immédiat. C'était un corps qui réagissait à quelque chose que l'esprit n'avait pas encore rattrapé. 62 ans de distance soigneusement gérée entre la femme qu'elle était maintenant et la petite fille sur la photographie, et Tyler venait de la réduire en une phrase. Elle n'avait pas de mots. Pour la première fois de sa vie d'adulte, ma mère n'avait pas de mots. Je me levai de ma chaise. J'allai sur le côté de la table où le dessin d'Emma était posé à côté de l'assiette de ma mère. Je le pris à 2 mains, comme Emma l'avait porté, avec soin. La façon dont on tient quelque chose qui compte. Je me suis tourné vers ma mère, et pour la première fois en 34 ans, je ne calculais pas quoi dire. Le calcul était terminé. Il n'y avait que la vérité. Tu as passé toute ta vie à avoir honte de tes origines, dis-je. Et maintenant, tu apprends à ma fille à avoir honte de là où elle est. Je soutins son regard. Cela se termine ce soir. Puis je regardai Tyler. Il ramassait déjà sa veste sur le dossier de la chaise. La main d'Emma trouva la mienne sans que je la cherche. Ses petits doigts se refermant sur 2 des miens. Sûr et serré. La prise d'un enfant qui fait confiance. Nous marchâmes vers la porte d'entrée. Je ne la claquai pas. Il n'y avait aucune satisfaction à trouver dans une porte claquée, et je ne cherchais pas de satisfaction. Je sortais d'une maison où j'étais entré des centaines de fois, portant un dessin de 4 personnes devant une maison avec de la fumée jaune sortant de la cheminée, et derrière moi, la porte se referma avec rien de plus que le doux son final d'un loquet qui s'enclenchait. Ma mère était toujours assise à sa table. Les petits pains étaient encore chauds. Son reflet était dans la fenêtre sombre en face d'elle, et je ne le vis pas parce que j'étais déjà parti. Emma s'était endormie avant que nous n'atteignions le bout de la rue de ma mère. C'était ça avec Emma à 6 ans, quand le monde devenait trop pour elle. Elle le quittait simplement. Sa tête penchée sur le siège auto, la bouche légèrement ouverte, le papier de soie rose toujours sur ses genoux, car elle l'avait gardé en montant, comme quelque chose dont elle n'avait pas encore décidé quoi faire. L'une de ses bonnes chaussures s'était à moitié détachée de son pied sans qu'elle le remarque. La boucle qu'elle avait appris à faire elle-même était toujours attachée.
Je conduisais. Tyler était sur le siège passager, sa vitre baissée de 2 pouces. Il faisait cela depuis l'été, ouvrant la vitre quelle que soit la température. Quelque chose à propos d'aimer le bruit de l'air qui passe. J'avais cessé de poser des questions à ce sujet. Certaines choses chez un adolescent de 15 ans ne sont pas faites pour être comprises. Elles sont seulement faites pour être remarquées. Nous étions à 6 pâtés de maison avant qu'il ne parle. C'était bon, dit-il. Je gardais mes mains à 10h et 2h. Dehors, les rues d'Octobre défilaient, un pressing avec sa lumière encore allumée, une femme promenant un grand chien, une station-service avec une seule pompe éclairée et 3 dans l'obscurité. Ce que tu as fait, dis-je. Oui, c'était bon. Il tourna le paquet de papier de soie dans ses mains. Il l'avait ramassé sur la table en sortant sans que je le remarque. Le dessin était à l'intérieur, toujours intact. Il avait pensé à la porter. J'ai failli te dire de ne pas y aller, dit-il. Hier soir, j'ai failli frapper à ta porte. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Il resta silencieux un instant, regardant la rue. Parce que je pense que tu avais besoin de le voir par toi-même, pas seulement de le savoir, de le voir. Le feu à l'intersection devant vira au jaune. Je freine tôt, comme je le faisais toujours, et nous restâmes au feu rouge en silence tandis qu'un bus urbain grognait en traversant la rue, ses fenêtres éclairées et presque vides. J'ai réfléchi à ce qu'il venait de dire. Il avait raison. Et ce qui me troublait, c'est à quel point il avait raison, car ce genre de précision sur une autre personne. La capacité de savoir non seulement ce dont elle a besoin, mais quand elle doit y arriver par elle-même, ce n'est pas quelque chose que je lui avais enseigné. C'est quelque chose qu'il avait développé de la manière particulière dont les enfants développent les choses lorsqu'ils ont passé des années dans une maison où les adultes ne se débrouillaient pas toujours bien et où quelqu'un devait faire très attention. J'ai réfléchi à cela pendant 1 kilomètre environ, jusqu'à ce que cela devienne quelque chose que je devrais mettre de côté et y penser plus tard, quand je serai seul. Je rentre ce soir, dis-je. Pas une question, pas une proposition. Je le disais comme on dit les choses que l'on a déjà décidées avant même de s'en rendre compte. Tyler ne tourna pas la tête. Je sais. Tu sais, tu n'es pas le genre de personne qui laisse les choses inachevées. Emma fit un petit bruit sur la banquette arrière. Un murmure. Une syllabe qui ne signifiait rien. Le genre de son que les enfants font quand ils rêvent de quelque chose qu'ils ne peuvent nommer. Sa chaussure avait maintenant complètement glissé et gisait sur le tapis de sol. Les boucles toujours attachées à rien. Je les regardais dans le rétroviseur. Il y avait quelque chose dans ma poitrine qui n'avait pas de nom clair. Ce n'était pas de la colère. La colère s'était tue quand nous étions sortis, s'était consumée dans ces 2 phrases que j'avais dites à ma mère, et avait laissé quelque chose de plus frais et de plus stable derrière elle. Ce n'était pas exactement du chagrin, bien qu'il y ait quelque chose qui s'en plaignait. C'était le plus proche du sentiment que l'on éprouve quand on a porté quelque chose de lourd très longtemps et qu'on le dépose, et pendant un instant, les bras ne savent plus quoi faire d'eux-mêmes. Et le soulagement et l'étrangeté du soulagement sont presque de la même taille. Nous avons tourné dans notre rue. La maison était à la 3e parcelle du coin, petite, louée, la lumière du porche allumée parce que j'avais commencé à la laisser allumer en octobre quand les soirées arrivaient tôt. L'érable devant avait pris toutes ses couleurs orange la semaine précédente, et maintenant il était à mi-chemin de sa chute, les feuilles s'accumulant contre la marche d'entrée d'une manière que j'avais l'intention de rateler et que je n'avais pas fait. Tyler avait proposé 2 fois. Je lui avais dit 2 fois que je le ferais. Je me suis garé dans l'allée et je suis resté un instant, moteur coupé. Le quartier s'est installé autour de nous. Quelqu'un de maison plus loin cuisinait. Une légère suggestion d'ail et d'huile parvenait à travers la fenêtre entr'ouverte de Tyler. De l'intérieur de notre maison, par la fenêtre avant, la lampe du couloir était visible, celle qu'Emma me demandait toujours de laisser allumer. « Je vais la prendre, » dit Tyler. Il contourna la porte d'Emma et l'ouvrit avec précaution, et il la prit dans ses bras comme il le faisait depuis qu'elle était un nourrisson, et qu'il avait 9 ans, et m'avait demandé environ 40 fois, les 2 premières semaines, s'il pouvait la tenir. Elle se leva sans se réveiller, sa tête contre son épaule, son pied en chaussette pendant. Il la porta vers la porte d'entrée. Je l'ai regardée. Il y a des choses que l'on voit en tant que parent que l'on ne peut pas exprimer en mots sans les aplatir. Des moments qui existent en 3 dimensions et que le langage ne peut rendre qu'en 2. Mon fils portant ma fille vers la porte éclairée d'une maison qui n'était pas grande et n'était pas la nôtre,
et qui était entièrement notre foyer. Le dessin glissait sous son bras libre. Je restai dans l'allée jusqu'à ce qu'il soit entré. Puis je vérifiai l'heure au tableau de bord. 7h43. Ma mère serait encore éveillée. Elle se couchait tard, toujours, à cause d'une habitude prise pendant les années où elle travaillait le soir, et qui ne s'était jamais complètement estompée. Elle serait dans sa maison avec le canapé d'angle sur lequel personne ne s'asseyait, et les petits pains toujours dans le panier à pain, et la table de la salle à manger mise pour un dîner qui avait pris fin tôt. J'avais dit ce que j'avais à dire dans cette salle à manger. Mais je l'avais dit en partant, avec une porte derrière moi, mes enfants à mes côtés. Je l'avais dit sur le ton de quelqu'un qui partait. Ce que j'avais à dire ensuite nécessitait une pièce différente. Une où aucun de nous n'avait d'autre endroit où aller. J'envoyai un SMS à Tyler. De retour dans 1 heure. Ferme à clé. 3 points apparurent immédiatement. Puis le cas. Je fis marche arrière pour sortir de l'allée. La ville était plus calme à 20h un samedi. Pas vide, mais plus basse, comme une pièce après une fête. La qualité particulière de l'air qui suit quand le bruit tombe et que ce qui reste est plus honnête. Je suis retourné à Westwood, la radio éteinte, les fenêtres fermées, et ce qu'il y avait dans ma poitrine s'installait en quelque chose avec quoi je pouvais travailler. Je ne retournais pas m'excuser. Je ne retournais pas m'expliquer ni adoucir ce que j'avais dit, ni offrir à ma mère une sortie gracieuse du coin dans lequel elle s'était mise. Je retournais parce que j'avais passé 34 ans à avoir des conversations avec ma mère qui se terminaient avant d'être achevées. Et j'étais fatigué, réellement, profondément fatigué de ramener les parties inachevées à la maison après coup. Ce soir, pour une fois, nous allions finir, quoi que cela implique. La lumière du porche de ma mère était allumée. Elle était toujours allumée après la tombée de la nuit, une habitude ou un principe. Quelque chose qu'elle avait décidé concernant l'apparence d'une maison la nuit. Je me suis assise dans la voiture, au bord du trottoir, un instant, et je l'ai regardé. Le heurtoir en laiton, l'allée bordée, le paillasson. Assez neuf pour avoir encore la forme avec laquelle il était venu. Je suis sorti de la voiture. La nuit était froide d'une manière spécifique à l'Ohio en octobre. Pas encore amère, mais avec une clarté, l'air assez vif pour que l'on remarque l'intérieur de son nez. Mes pas sur l'allée étaient le seul bruit dans le quartier. J'ai atteint la porte et j'ai frappé. 7 secondes. 8. Puis la lumière de la fenêtre latérale a bougé et la porte s'est ouverte. Ma mère était toujours habillée. Elle n'avait pas changé de chemisier bordeaux. Ses cheveux étaient les mêmes, mais quelque chose sur son visage s'était défait dans les heures qui s'étaient écoulées depuis notre départ. Pas de manière spectaculaire, pas visiblement, peut-être même pas pour quelqu'un qui n'avait pas passé toute une vie à apprendre son visage, mais moi si. La chose qui était habituellement précisément en place derrière ses yeux n'était pas précisément en place. Elle me regarda, debout sur son paillasson, et elle ne sembla pas surprise. Cela me dit quelque chose. Elle recula de la porte. Pas exactement une invitation, plutôt une reconnaissance. Je suis entré. Nous nous sommes tenus dans l'entrée, pas le salon avec le canapé d'angle. Pas la cuisine où le dîner avait eu lieu. L'entrée, qui n'était ni dedans ni dehors, ce qui semblait approprié. Le placard à manteau d'un côté. La console de couloir avec la lampe en céramique. Un miroir au-dessus de la table qui avait toujours donné à ce couloir l'impression d'être plus long qu'il ne l'était. Tu n'étais pas obligé de revenir, dit-elle. Je sais. Elle joignit les mains devant elle. C'était un geste que je reconnaissais. Celui qu'elle utilisait dans des situations où elle décidait quoi faire d'elle-même. Ce que tu as dit, Sarah. Je le pensais. Elle s'arrêta. Je la regardais tendre la main vers la version d'elle-même qu'elle utilisait depuis 62 ans. La version posée. Celle qui trouvait le bon registre pour chaque situation. La voix qui pouvait faire passer le dessin fait main d'une enfant de 6 ans pour un désagrément sans même élever la voix pour cela. Je la regardais tendre la main vers elle, et je la regardais ne pas venir. Tu ne sais pas ce qu'était ma vie, dit-elle. Les mots tombèrent avec moins de certitude qu'elle ne l'avait voulu. Je pouvais l'entendre, le léger décalage, comme une note jouée sur un piano désaccordé. Non, dis-je. Je ne sais pas. Tu ne me l'as jamais dit. Elle regarda le miroir du couloir. Pas elle-même, exactement, mais au-delà d'elle-même.
Comme on regarde quelque chose derrière la vitre plutôt que la vitre elle-même. Il y a des choses qu'on laisse derrière soi, dit-elle. Des choses qu'on ne garde pas. Ce n'est pas se cacher. C'est construire quelque chose. Je ne suis pas ici pour discuter de ce que tu as construit. Alors, pourquoi es-tu là? J'y avais pensé pendant le trajet. Pas les mots spécifiques, cela venait quand il venait, mais la forme de cela. Ce que je me devais dans cette pièce. Ce que je devais à mes enfants. Ce que, le cas échéant, je lui devais. Emma a dessiné ce tableau parce qu'elle voulait une grand-mère, dis-je. Pas une parfaite. Pas une avec une adresse particulière ou un niveau de vie particulier. Elle voulait juste quelqu'un qui le mettrait sur son réfrigérateur. C'est tout ce qu'elle demande. Elle a 6 ans. C'est tout ce qu'elle voulait de toi. Les mains de ma mère se serrèrent l'une contre l'autre. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai. Sa voix était prudente maintenant. Chaque mot était placé délibérément. J'ai construit quelque chose à partir de rien. Il n'y a rien de mal à cela. Il n'y a rien de mal à avoir des standards. Vouloir mieux n'est pas la même chose que de dire à une enfant de 6 ans qu'elle n'est pas assez bien pour prononcer votre nom. Silence. Le genre qui a du poids, qui occupe l'espace et ne peut être comblé par aucune des parties, car ce qui le comblerait un contre-argument, une justification, une reformulation n'était pas disponible. Ma mère avait passé toute sa vie à faire des contre-arguments. Elle n'en avait pas pour cela. Ses épaules bougèrent légèrement. Pas une concession, elle n'était pas faite pour les concessions. Pas encore. Peut-être jamais, au sens habituel du mot. Mais quelque chose dans l'architecture de sa posture avait changé, d'une manière qui aurait été invisible pour quiconque ne la cherchait pas. Tu ne sais pas ce que cela a coûté, dit-elle très doucement. Non, je ne sais pas. Je gardais ma voix égale. Et j'aurais écouté si tu me l'avais jamais dit. Je te le dis tout de suite. J'aurais écouté. Elle ne dit rien. Mais je ne suis pas ici pour te demander de t'expliquer ce soir. Je sais que tu ne sais pas encore comment faire cela. Peut-être que tu ne le sauras jamais. Je fis une pause. Je suis ici pour te dire à quoi ressemble la porte, parce qu'il y a une porte. Tu peux considérer cette soirée comme moi qui la ferme, mais ce n'est pas ce que je fais. Je te dis où elle est. Et je te dis qu'elle ne restera pas ouverte d'elle-même. Tu devras la franchir toi-même, et non pas vers moi, mais vers eux. Vers Tyler, qui sait maintenant et saura toujours. Et vers Emma, qui t'a dessiné dans son tableau avant que tu ne fasses quoi que ce soit pour le mériter. Ma mère me regarda, pas à travers moi, pas au-delà de moi, mais moi, de cette manière directe qui m'avait toujours donné envie de regarder ailleurs. Je ne regardais pas ailleurs. C'est ce que je suis venu dire, dis-je. Je me retournai et ouvris la porte. L'air d'octobre entra, froid et clair, et je sortis sur le porche et refermai la porte derrière moi. Le loquet s'enclencha avec le même son particulier qu'il faisait chaque fois que j'avais quitté cette maison depuis mes 17 ans. Je descendis les marches du porche et longeai le chemin bordé, puis montai dans ma voiture. Je ne démarrai pas tout de suite. Je restai assise, les mains sur mes genoux et les yeux sur le pare-brise, et je respirai une fois, deux, le genre de respiration délibérée qui ne vise pas à se calmer, mais à vérifier si ce qu'on pensait qu'il se passerait une fois que ce serait fini est réellement en train de se produire. C'était le cas. Il n'y avait pas de triomphe, pas d'élan de vindication. Ce qui était là était plus simple et plus étrange. Un sentiment d'être exactement à la bonne taille, ni trop grande, ni trop petite, ne jouant aucun rôle dans aucune direction, juste présente, achevée et intacte. Le quartier était silencieux autour de la voiture. À l'intérieur de la maison derrière moi, la lumière de la fenêtre latérale bougea une fois puis se figea. Je démarrai le moteur. Sur le chemin du retour, je passai devant un CVS avec une enseigne rouge toujours allumée. Un groupe de jeunes universitaires traversant la rue au feu rouge. Une cabine téléphonique qui existait encore d'une manière ou d'une autre dans cette partie de la ville. Sa vitre fissurée sur un panneau. Des choses ordinaires. La ville en marche, entièrement indifférente à la chose particulière qui venait de se produire sur un porche, dans un pâté de maison. Quand je tournais dans notre rue, l'érable devant n'était qu'une forme sombre contre le ciel. La lampe du couloir était visible par la fenêtre d'entrée. Tyler l'avait laissée allumée. Je suis entré.
La maison sentait le liquide vaisselle et la douce odeur de la pomme que Tyler avait mangée dans la voiture. Sa veste était sur le dossier d'une chaise de cuisine. Les bonnes chaussures d'Emma étaient côte à côte au bas de l'escalier. Les boucles toujours attachées. Je débouclais chaque boucle et posais les chaussures sur le paillasson près de la porte, de la manière ordinaire, comme elle vivait quand elles n'étaient pas des bonnes chaussures. Et je pensais, c'est la maison. C'est ce qu'elle est, et ce qu'elle était suffisant. Le dessin était sur le comptoir où Tyler l'avait laissé, toujours dans son papier de soie rose. J'ai trouvé une place sur le réfrigérateur entre l'emploi du temps scolaire d'Emma et une photo de l'été dernier, et je l'ai plaqué contre la porte, puis j'ai reculé pour le regarder. 4 personnages devant une maison d'où s'échappait de la fumée jaune de la cheminée et le mot mamie imprimé sous le personnage dans l'embrasure de la porte. Emma avait dessiné quelque chose qu'elle voulait voir exister. Il semblait juste de lui donner une place sur le réfrigérateur, en attendant de voir si cela se réaliserait. 3 semaines passèrent. Elles passèrent comme les semaines passent quand personne ne les force à signifier quoi que ce soit, des déjeuners préparés, des devoirs vérifiés, et l'érable de vent perdant ses dernières feuilles jusqu'à ce que les branches ne soient plus que des lignes nues contre le ciel de novembre. Je les ratissais un dimanche pendant qu'Emma était assise sur les marches du porche, enveloppée dans une couverture, offrant des commentaires sur ma technique. Tyler est sorti à un moment donné et a pris la relève sans qu'on le lui demande, comme il faisait parfois les choses, comme s'il avait attendu le bon moment pour intervenir. Nous travaillions dans un silence qui n'avait pas besoin d'être rempli. Quand nous eûmes fini, la cour ressemblait de nouveau à une cour. Et Emma dit que c'était le meilleur ratelage qu'elle eût jamais vu, ce qui était une grande éloge de la part de quelqu'un qui n'avait jamais tenu de râteau. J'enseignais mes cours. Nous faisions une unité sur la texture. Ce que les choses ressentent sous vos mains, comment traduire cela sur le papier. Des enfants de 8 ans pressant des feuilles dans de l'argile, passant leurs doigts sur du papier de verre, plongeant leurs paumes dans de la peinture tempéra de la couleur de la rouille et de l'or de la moisson. Je m'assis sur le bord de mon bureau et les observai, et je sentis, non pas pour la première fois, que c'était la partie du travail dont personne ne vous prévenait. À quel point on pouvait l'aimer. Pas le plan de leçon. Les visages des enfants quand quelque chose que leurs mains avaient fait les surprenait. La façon dont un enfant qui était sûr de ne pas savoir dessiner brandirait une empreinte de feuille et se tairait exactement comme les gens se taisent quand quelque chose se révèle meilleur que prévu. Je suis resté tard 2 mardis de suite pour préparer le matériel. Personne ne me l'a demandé. Je ne voulais juste pas rentrer à la maison pendant les heures entre le dîner et le sommeil, qui avaient leur propre texture particulière ces 3 semaines. Pas triste exactement, mais présente. Attendre sans savoir que l'on attendait. Ma mère n'a pas appelé. Je n'ai pas appelé ma mère. Le 8e jour, elle a appelé Margaret. Je le sais parce que Margaret m'a appelé la semaine suivante. Pas pour rapporter, pas pour prendre parti. Margaret connaissait ma mère depuis 30 ans et n'avait jamais, de tout ce temps, pris parti pour quelque chose de plus important que l'endroit où déjeuner. Elle a appelé parce qu'elle était le genre de personne qui ne pouvait pas garder longtemps quelque chose qui lui semblait important sans que cela ne s'échappe. Elle avait une capacité d'inquiétude qui l'emportait parfois sur son bon jugement. Et elle appelait maintenant de cet endroit-là. Elle m'a dit ce que ma mère avait dit. Elle m'a dit comment ma mère l'avait formulé. Le dîner, la situation, les petits-enfants qui, selon ma mère, avaient été difficiles à gérer. Margaret avait écouté. C'était une bonne auditrice. Elle avait le genre de silence qui donne envie aux gens de continuer, ce que ma mère avait fait jusqu'au bout. À ce moment-là, Margaret avait dit la seule chose qu'elle pouvait penser de vrai, « Dorothy, tu as dit ça à une enfant de 6 ans. » Une phrase. Elle ne l'avait pas dit comme un verdict. Elle me l'a précisé, comme si elle craignait que je pense qu'elle jouait un rôle. Elle l'avait seulement dit comme un fait qui lui semblait suffisamment important pour être nommé. Ma mère l'avait remercié d'avoir écouté et avait mis fin à l'appel. Margaret m'a dit au téléphone qu'elle était désolée si elle avait outrepassé ses limites. Elle l'a dit 2 fois. Je lui ai dit qu'elle ne l'avait pas fait, les 2 fois. Après avoir raccroché, je suis resté un instant dans la cuisine, pensant au courage particulier qu'il faut pour dire une phrase vraie à une personne qui a passé toute sa vie à s'assurer que les gens autour d'elle disent des choses agréables. Margaret ne l'avait pas fait par bravoure. Elle l'avait fait parce que la phrase était là et qu'elle ne savait pas quoi en faire d'autre. Parfois, c'est ainsi que la vérité se dit, non pas héroïquement, mais inévitablement, par quelqu'un qui n'a plus d'autres options. Ce que ma mère a fait après cet appel,
Je ne pouvais pas le savoir directement. Mais je connais certains types de pièces. Je sais ce que cela fait quand l'architecture d'une maison construite autour de l'ordre et de la correction perd la personne qui l'entretenait, même brièvement, même juste pour une soirée. Je sais qu'il y a une qualité de silence qui appartient à ce genre d'espace, quand quelqu'un s'y assoit sans son armure. Et je sais qu'il y a une boîte à chaussures dans un placard d'étage dans la maison de ma mère. Je sais ce qu'il y a dedans. J'avais repensé, dans les semaines depuis ce samedi, à quelque chose que Tyler avait dit dans la voiture en rentrant, la manière spécifique dont il avait décrit la découverte des photos. Il n'avait pas dit qu'il avait été choqué, il n'avait pas dit qu'il avait été confus. Il avait dit qu'il avait regardé la petite fille sur la photographie pendant longtemps. Et puis il avait remis le couvercle sur la boîte et l'avait ramené sur l'étagère où il l'avait trouvée. Et il n'avait rien dit à personne pendant un mois parce qu'il essayait de comprendre quoi faire de ce savoir. Un jeune de 15 ans qui essaie de comprendre quoi faire avec le savoir. J'ai pensé à ma mère faisant la même chose seule dans sa maison, un soir de novembre, ouvrant la boîte, non pour une raison qu'elle aurait pu expliquer. Juste parce qu'elle était là et que la maison était calme et que quelque chose avait suffisamment changé pour que les raisons ordinaires de la garder fermée ne paraissent plus ordinaires. En sortant la photographie, en regardant la petite fille, j'espérais qu'elle verrait ce que Tyler avait vu. Une enfant faisant ce qu'elle pouvait, survivant autant qu'elle avait reçu. Je ne pouvais pas savoir si c'était le cas. 3 semaines et je ne pouvais pas savoir, ce que j'avais, c'était ma maison et mes enfants dedans, et la vie particulière de ces 3 semaines qui ne demandaient rien à ma mère et exigeaient tout de moi de manière ordinaire. Le dessin est resté sur le réfrigérateur. Emma le vérifiait comme elle vérifiait sa plante de haricots, qui avait sa 3e feuille et avait été déplacée sur le rebord de la fenêtre la plus ensoleillée. Un soir, je suis descendu et je l'ai trouvé debout devant le réfrigérateur avec un crayon de cire, sa langue pressée contre le coin de sa bouche, l'expression d'effort concentré qu'elle avait quand elle faisait quelque chose qu'elle jugeait important. Quand elle m'entendit, elle se retourna, ni vraiment coupable, ni vraiment effrontée, quelque part entre les deux, l'expression d'une personne qui avait bien réfléchi et décidé que la conclusion justifiait l'action. Je le rends plus juste, dit-elle. Je regardais le dessin. Elle avait ajouté un personnage dans le coin inférieur droit, près du bord du papier, petit, plus petit que les 4 autres, positionné comme s'il approchait de l'extérieur du cadre, venant de quelque part hors de la page, se dirigeant vers la maison avec la fumée jaune. Elle n'avait pas étiqueté celui-ci. Pas de lettres soignées, pas d'entraînement à l'orthographe. Le personnage se tenait simplement là, à la marge, sans s'engager dans une direction ou l'autre, à un pas du bord du papier et à un pas de la maison. « Qui est-ce » demandai-je. Emma remit le capuchon du crayon. Elle réfléchit à la question comme elle réfléchissait aux questions qui n'avaient pas de réponse facile, c'est-à-dire avec tout son visage. « Je ne sais pas encore, dit-elle. Peut-être. » Elle remit le crayon dans la boîte et examina le dessin une dernière fois, puis retourna sur le canapé. Je restai dans la cuisine à le regarder, le personnage sans nom au bord. Un mot en dessous, pas un nom, une possibilité. Emma avait regardé ce coin vide du papier et avait décidé de ne pas le laisser vide, et aussi de ne pas décider comment appeler ce qu'elle y avait mis. Elle avait 6 ans. Elle était déjà meilleure à cela que moi à 34 ans. Le mardi matin suivant, je suis descendu et j'ai trouvé Tyler à la cuisinière. Il faisait des œufs, assez pour 3. La poêle grésillait avec le son particulier du beurre juste après l'étape de l'écume. Pas d'occasion, pas d'annonce. Il s'était juste levé et avait décidé. Il posa les assiettes sur la table sans commentaire et nous mangeâmes. Emma utilisa le mot lumineux dans 3 phrases à propos des œufs et une phrase à propos de la lumière du matin sur la fenêtre, ce que Tyler dit être en fait une meilleure utilisation. Ils débattirent de cela avec le sérieux de gens pour qui les mots valaient la peine d'être bien choisis. Je buvais mon café et les regardais, et j'eus le sentiment, non pas pour la première fois, mais avec une clarté que je n'avais pas toujours eue, que quoi que ce soit, s'asseoir à table avec ces 2 personnes particulières un mardi matin ordinaire, n'était pas un lot de consolation. N'était pas la vie plus petite au lieu de la plus grande. C'était la chose elle-même, la substance réelle d'une journée, qui n'était pas drame ou résolution ou vindication, mais des œufs et un bon mot, et la manche de quelqu'un relevée là où le beurre avait éclaboussé. Ce qui s'était passé avec ma mère n'avait aucune incidence sur cette table. La table était réelle de toute façon. Ce samedi-là, Emma était sur le canapé, regardant quelque chose avec des pingouins animés, quand elle le mit en sourdine au milieu de l'épisode et se tourna pour me regarder de l'autre côté de la pièce. « Est-ce que grand-mère va appeler »
Elle posa la question comme elle posait la plupart des questions directes, simplement, sans adoucissement, comme si elle l'avait ruminée assez longtemps pour qu'elle devienne trop lourde à porter, et qu'elle ait besoin de la déposer quelque part. J'ai traversé la pièce et me suis assise sur la chaise en face d'elle. Je ne sais pas, ma chérie. Elle regarda ses mains posées sur ses genoux un instant. Parce qu'elle a été méchante avec moi. Oui. Est-ce qu'elle sait qu'elle a été méchante? Je pensais à une femme dans une entrée tendant la main vers quelque chose qui n'était plus là. Je pensais à un appel téléphonique qui se terminait par une phrase. Je pensais à une boîte à chaussures qui était restée sur une étagère pendant 50 ans, et à ce que cela pourrait être de l'ouvrir enfin sans savoir ce que l'on cherchait. Je crois qu'elle commence à comprendre, dis-je. Emma hocha la tête. Pas le hochement rapide d'un enfant qui a obtenu la réponse qu'il voulait, mais le hochement plus lent d'un enfant qui traite quelque chose qui ne rentre pas dans un simple contenant. Elle se retourna vers la télévision, vers les pingouins en pause, vers l'image figée de l'aventure qu'ils étaient en train de vivre. D'accord, dit-elle. Elle rétablit le son. Pas de pardon. Elle n'avait pas encore tout l'équipement pour ça, et je n'allais pas faire semblant qu'elle l'avait, mais quelque chose dans le voisinage de la patience. La patience d'une personne qui avait dessiné un personnage au bord d'un tableau, écrit peut-être en dessous, et décidé que c'était suffisant pour l'instant, qu'elle pouvait le laisser là et voir. C'était un samedi après-midi, la 3e semaine de novembre. 1 heure plus tard, j'étais dans la cuisine, ne faisant rien de particulier, rinçant une tasse, regardant par la fenêtre l'érable dénudé, ne pensant à rien qui semblerait important plus tard quand j'entendis frapper à la porte d'entrée. Pas fort, pas le coup de quelqu'un sûr de son accueil. Le coup de quelqu'un qui était resté un instant sur le porche, a décidé. Je posai la tasse. Par la fenêtre d'entrée, je pouvais voir le porche sous un certain angle, pas directement, mais assez pour distinguer une silhouette debout à la porte. La forme d'un manteau, sombre, pratique, pas le chemisier bordeaux, rien que je reconnaisse comme la présentation particulière que ma mère composait quand elle allait quelque part qui comptait pour elle. J'allai à la porte et l'ouvris. Elle n'était pas arrangée. En 34 ans, je n'avais jamais vu ma mère non arrangée. Même un matin où elle n'attendait pas de compagnie. Même le jour des funérailles de mon père, même la fois où elle avait la grippe si grave qu'elle pouvait à peine se tenir debout, il y avait toujours eu l'entretien de base, le minimum qu'elle considérait devoir au monde. Cheveux coiffés ou du moins épinglés, un chemisier boutonné, pas un cardigan laissé ouvert, cette posture particulière qui n'était pas de la raideur, mais sa propre sorte de discipline. Rien de tout cela n'était présent maintenant. Ses cheveux n'étaient pas coiffés. Elle les avait brossés, mais seulement brossés. Et il y avait une mèche près de sa tempe qui avait échappé à ce qu'elle avait fait au reste et était allée dans sa propre direction. Elle portait un manteau que je ne reconnaissais pas, un simple manteau bleu marine, pas celui en laine de chameau qu'elle portait quand elle voulait avoir une certaine allure. En dessous, un pull gris. Elle n'avait pas mis de boucle d'oreille. Elle tenait une boîte à chaussures, une vieille, le couvercle légèrement cabossé sur un coin, la marque sur le côté effacée jusqu'à l'illisibilité. Elle la tenait à 2 mains contre son ventre, comme on tient quelque chose que l'on porte depuis un certain temps. Elle me regarda, debout dans l'embrasure de ma porte. Je reculai, pas de beaucoup, juste assez. Elle entra. Elle ne regarda pas autour de la maison comme elle l'avait toujours fait, les rares fois où elle y était entrée. La façon qui faisait l'inventaire de tout par rapport à une norme interne, et trouvait la plupart des choses insatisfaisantes. Elle regarda la table de la cuisine. Elle marcha vers elle et y posa la boîte à chaussures. Ses mains restèrent dessus un instant, à plat sur le couvercle, comme si elle achevait une transaction avec elle-même. Puis elle se redressa. Je pensais qu'Emma aimerait savoir d'où je venais, dit-elle. Elle le dit à la table ou à la boîte ou à l'espace intermédiaire entre nous où la phrase devait aller. Pas tout à fait à moi. Pas tout à fait à elle-même, quelque part dans le voisinage d'une chose honnête qui exigeait une grammaire légèrement différente de celle à laquelle elle était habituée. Je tirai la chaise en face de la boîte et m'assis. Je ne dis rien. Je ne dis pas que c'était bien, ni qu'elle n'avait pas à faire ça, ni aucune des choses que j'aurais pu dire un mois auparavant pour rendre l'air d'une pièce plus facile à respirer. Je me suis juste assise et j'ai attendu. Elle est restée debout. Après un moment, elle a tendu la main et a retiré le couvercle de la boîte, puis l'a mis de côté. Les photographies étaient en vrac à l'intérieur, exactement comme Tyler les avait décrites. Le genre de photos en vrac qui ne finissent pas dans des albums.
Une vie accumulée dans une boîte, sans ordre. La façon dont les choses s'accumulent quand on est occupé à devenir quelqu'un d'autre et qu'on n'a pas le temps d'arranger les preuves de qui l'on était. J'ai regardé la couche supérieure, des cartes d'anniversaire, un bulletin d'église, un morceau de papier plié, un dessin d'enfant, pas celui d'Emma, quelque chose de plus ancien, fané, puis ma mère a écarté 3 ou 4 objets, et la photographie était là. Je l'avais imaginé d'après la description de Tyler, j'en avais construit une version dans mon esprit au cours du mois dernier, pendant les soirées tardives, pendant les trajets. Mais la chose elle-même était différente de la version que j'avais construite. La version dans mon esprit avait la qualité d'un symbole, de quelque chose qui signifiait quelque chose. La photographie réelle n'était qu'une photographie, légèrement surexposée le long du bord supérieur. Un peu déformée par le temps, une petite fille, 7 ou 8 ans, debout devant une maison mobile sur un terrain en terre. Un manteau trop petit. Le bardage métallique de la structure derrière elle cabossé et taché. La fille regardant droit l'appareil photo avec l'expression particulière de quelqu'un qui a déjà décidé que l'appareil photo n'obtiendra rien d'elle. Ça n'avait pas été gagné. Ma mère était reconnaissable en elle, dans la mâchoire et dans les yeux, surtout dans l'expression, la constance de celle-ci, le refus de jouer pour un objectif. C'était il y a longtemps, dit ma mère. Oui. Elle regardait la photographie, pas moi. Je n'y pense pas. Je suis resté longtemps sans y penser. Je sais que ce n'était pas. Elle s'arrêta. Recommença différemment. Ce n'était pas de la honte. Je veux être clair à ce sujet. Je n'avais pas honte de l'endroit où j'ai grandi. Elle fit une autre pause et je la laissai être ce qu'elle était, c'est-à-dire une personne découvrant que la phrase qu'elle avait préparée n'était pas tout à fait la vraie. J'avais peur, dit-elle finalement, plus doucement. C'est différent. Je sais que c'est différent, elle resta silencieuse un instant. J'avais peur, répéta-t-elle, comme si elle n'avait pas tout à fait fini avec ça, que si je me retournais pour la regarder, elle serait toujours capable de m'atteindre, qu'elle déferait quelque chose. Je ne sais pas si ça a du sens. Ça a du sens. J'entendis des pas dans les escaliers. Les pas légers et rapides de quelqu'un qui avait entendu une voix et était venu enquêter. Emma apparut dans l'embrasure de la cuisine. Elle était dans ses vêtements du samedi, un legging avec de petites étoiles, un sweatshirt qui avait appartenu à Tyler et était 3 tailles trop grand, et était devenu, par une logique qui m'avait échappé et que j'avais cessé de remettre en question, son vêtement préféré dans la maison. Elle regarda ma mère. Ma mère la regarda, un vide de rien, du genre qui n'a pas besoin d'être rempli. Emma entra dans la cuisine et grimpa sur la chaise à côté de moi avec l'efficacité d'une enfant qui avait grimpé sur des chaises toute sa vie et n'avait aucun intérêt à en faire un spectacle. Elle regarda la boîte. Elle regarda la photographie, toujours posée sur les objets que ma mère avait mis de côté. « Qui est-ce » demanda-t-elle. Ma mère se tenait de l'autre côté de la table. Quelque chose traversa son visage à la question. Pas exactement de la douleur, pas du soulagement, pas une seule chose pour laquelle j'avais un mot clair. C'était l'expression de quelqu'un à qui l'on a demandé de dire une chose vraie et qui découvre, au moment de la demande, que dire cela pourrait être possible après tout. C'est moi, dit-elle. Quand j'avais presque ton âge. Emma se pencha sur ses avant-bras et regarda la photographie avec l'attention concentrée qu'elle accordait aux choses qu'elle trouvait réellement intéressantes. Elle la regardait longtemps, le manteau et le bardage et l'expression et le terrain sale et le ciel surexposé. Elle a l'air triste, dit Emma. Les mains de ma mère, qui reposaient sur le dossier de la chaise en face de nous, se serrèrent légèrement. Elle l'était, dit-elle. Pendant un long moment, Emma la regarda directement. La façon dont les enfants de 6 ans regardent les choses quand ils attendent la suite de quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a guéri. Ma mère le dit, la chose la plus simple et la plus vraie qu'elle ait dite en 34 ans que je la connaisse. 3 mots. Sans aucune architecture. Rien de porteur de sens dans la phrase, sauf la phrase elle-même. Elle a guéri comme si cela était une réponse suffisante, et comme si elle découvrait seulement maintenant que c'était le cas. Emma hocha la tête. Elle regarda à nouveau la photographie, puis se rassit sur sa chaise avec l'attitude de quelqu'un qui a reçu suffisamment d'informations et est maintenant prête à aller de l'avant. Ma mère était toujours debout. Je la regardais, de l'autre côté de la table, la mèche de cheveux non brossée près de sa tempe, le manteau simple, ses mains sur le dossier de la chaise. Elle était venue en voiture sans boucle d'oreille, sans son armure,
sans aucune des préparations qu'elle utilisait pour se rendre lisible au monde selon les termes qu'elle préférait. Elle s'était tenue sur mon porche et avait frappé d'une manière qui ne présumait de rien. Elle avait apporté une boîte au lieu d'une excuse parce qu'une boîte était ce qu'elle avait, et elle avait compris quelque part au cours des 3 semaines de novembre que ce qu'elle avait allait devoir être suffisant pour commencer. Ce n'était pas le pardon. Je veux être honnête à ce sujet. Ce n'était pas la résolution qui referme tout et ne laisse rien d'inachevé. Ma mère et moi n'étions pas à la fin de quelque chose. Nous étions peut-être au début de la volonté de commencer. C'était différent de ce que nous avions été avant. J'ai tiré la chaise à côté de moi, celle de l'autre côté d'Emma. « Assieds-toi, dis-je. Raconte-moi à son sujet. » Ma mère regarda la chaise. Puis elle contourna la table et s'y assit. Emma, entre nous, tendit la main dans la boîte à chaussures et sortit délicatement la photographie. Elle la tint à 2 mains, l'examinant avec le sérieux d'une enfant qui comprend qu'on lui a donné quelque chose. Le dessin était sur le réfrigérateur derrière nous. 4 personnages devant une maison avec de la fumée jaune sortant de la cheminée et un 5e personnage au bord du papier, sans étiquette, avec un mot écrit en dessous au crayon de cire. Peut-être sur le porche. La lumière de novembre faisait ce que la lumière de novembre fait en Ohio, devenant fine et dorée et oblique à travers les arbres dénudés, ne durant qu'un court instant, sans en gâcher une once. Il y a quelque chose que je veux vous dire avant de terminer, car cette histoire m'a marqué d'une manière particulière, et je pense qu'elle pourrait aussi vous marquer. La plupart d'entre nous ont passé des années à justifier quelqu'un, un parent, une belle-mère, un frère ou une sœur, quelqu'un dont la cruauté que nous traduisions pour nos enfants comme des exigences élevées, une personnalité difficile, ou c'est comme ça qu'il est. Nous sommes devenus les interprètes entre la personne qui nous a blessés et les personnes que nous essayons de protéger. Et chaque fois que nous traduisions, chaque fois que nous trouvions le mot plus doux pour la vérité plus dure, nous payions un prix que nous nommions rarement à voix haute. Ce que je veux que vous entendiez, c'est ceci. La traduction n'était pas de l'amour. Cela ressemblait à de l'amour parce que cela cherchait à maintenir la paix. Et maintenir la paix ressemble à de l'amour de l'extérieur. Mais la paix maintenue au détriment de la dignité de vos enfants ou de la vôtre n'est pas la paix. C'est juste un type de dommage plus silencieux. Le moment où j'ai arrêté de traduire pour ma mère n'est pas le moment où Tyler s'est levé de cette table. C'était plutôt que cela. C'était le moment où je suis allé chez elle ce soir-là, où j'ai frappé à sa porte, et où j'ai dit la vérité au lieu de la chose prudente. C'était le moment où j'ai arrêté de gérer sa réalité et où j'ai commencé à vivre la mienne. Voici ce que je sais maintenant que je ne savais pas alors. Une personne qui a passé toute sa vie à fuir quelque chose fuira même si elle vous aime. La cruauté de ma mère n'était pas à propos de moi. Ce n'était pas à propos de mon appartement, de mes choix ou de l'école de mes enfants. C'était à propos d'une petite fille avec un manteau de taille trop petit qui a décidé que la seule façon de survivre était de mettre autant de distance que possible entre elle et tout ce qui lui rappelait ce terrain du comté de Harland. Elle a passé 60 ans à courir et elle m'a transmis cette course sans le vouloir. La façon dont on transmet des choses qu'on n'a pas examinées, par de petits commentaires, par le langage des standards, par le message que là où vous êtes n'est jamais tout à fait là où vous devriez être. Vous ne pouvez pas réparer quelqu'un qui court. Mais vous pouvez arrêter de courir à ses côtés. Vous pouvez vous planter et dire, c'est ici que je vis. C'est ce que j'ai construit, et c'est suffisant. Je veux vous poser une question et je veux que vous y réfléchissiez plutôt que de la passer rapidement. Avez-vous déjà fait des excuses pour le comportement de quelqu'un afin de protéger vos enfants, et ce faisant, avez-vous appris à vos enfants que ce qui leur a été fait était acceptable? Ce n'est pas une question à réponse facile. Je le sais. Mais cela vaut la peine d'être posé car la question est la façon dont nous arrêtons. Et si vous avez été de l'autre côté, si vous êtes la personne qui a couru, qui a construit quelque chose de propre et d'ordonné par-dessus quelque chose que vous n'avez jamais regardé, il n'est pas trop tard pour ouvrir la boîte. Il n'est pas trop tard pour s'asseoir à la table de cuisine de quelqu'un d'autre et dire, c'est d'ici que je viens. Laisse-moi te raconter son histoire. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi à qui vous pensiez en écoutant. Dites-moi quel moment vous a arrêté. Je les lis tous et je suis toujours heureuse de savoir jusqu'où cela voyage. Merci d'être là.